Bonjour, bienvenue dans Mobility TV. Aujourd'hui, nous allons parler d'essence. D'essence, mais pas n'importe laquelle. Peut-être qu'en novembre 2022, vous vous êtes vous aussi retrouvé à la station essence avec plusieurs kilomètres de file d'attente. Mais, il y avait deux petites pompes qui étaient libres. Et alors, il y avait de temps en temps une voiture qui passait là. C'était le E85, le super éthanol et le GPL. Bonjour à vous, Sophie Godillère. Bonjour. Vous êtes directrice de la communication de France Gaz Liquide. Bonjour, Denis Stanislas. Bonjour. Vous êtes responsable communication chez Biomotors. Ce sont les boîtiers justement qui permettent la conversion de l'essence. Et bonjour à vous, Nicolas Kurtzoglou. Vous êtes responsable carburant au SNP2A. Syndicat national des producteurs d'alcool agricole. Il faut le savoir, et il faut le retenir contrairement à moi. Alors, je prends cet exemple-là quand même très concret des files d'attente. Peut-être que ça va se reproduire, on n'espère pas. Bon, voilà. Expliquez-moi, Sophie Godillère, il y a, je crois, 3% de véhicules en France qui roulent au GPL. Que fait la police? Alors oui, ils n'attendent pas en effet aux stations-service. Déjà tout simplement parce que du GPL, il n'y a pas de pénurie. C'est un gaz, donc c'est pas l'essence. Mais ça ne vient pas de Russie, donc déjà ça facilite pas mal l'approvisionnement. Ça vient d'où d'ailleurs? Alors plutôt pour 30% c'est produit en France, c'est un coproduit, historiquement coproduit de raffinerie. Et pour la majorité, 70% importé Algérie, Europe du Nord, par bateau. Avec de nombreux points de stockage et d'approvisionnement répartis sur tout le territoire. Donc, Europe du Nord, donc plutôt la Scandinavie, Norvège, oui, voilà. Ouais, bon. Plutôt Norvège. Et donc, ça permet d'assurer un approvisionnement, a priori, sans rupture. On est à 3% de véhicules au GPL. C'est un chiffre qui est stagnant, comme ça, sur plusieurs années? Ou est-ce qu'il y a un léger mieux ou une légère baisse? Non, c'est plutôt un léger mieux. Historiquement, c'est vrai que le marché n'avait pas connu une telle croissance et surtout, en effet, une part de marché par énergie qui n'est pas négligeable, alors qu'il était plutôt autour de 1,5 à 2 ces dernières années. 3%, c'est depuis les 2 dernières années. Alors, il y a, et je vous interrogerai aussi également là-dessus, il y a une sorte de, pas de faiblesse, mais de crainte sur le GPL. On se souvient que, d'ailleurs, quand on rentre encore dans les parkings souterrains, il y a une grande pancarte interdit au GPL sans soupape. Alors, il y a encore cette crainte des voitures qui explosaient. Parfois, il y a eu quelques accidents. C'est difficile d'expliquer aux gens que c'est plus du tout la même technologie. Alors, c'est plus du tout le cas. Mais d'ailleurs, sinon, il n'y aurait pas un grand constructeur français qui l'émettrait massivement. Vous pouvez le nommer. Le groupe Renault Dacia. Et c'est vrai que Dacia fait un tiers de ses ventes en GPL, donc c'est pas négligeable. Et en effet, les panneaux dans les parkings, la petite phrase est toujours le détail, c'est sans soupape. Et en effet, il n'y a plus de véhicules GPL qui circulent sans soupape. Donc ils sont totalement safe, totalement sécures. Voilà, c'est pas plus un sujet que de rouler avec de l'hydrogène ou voilà, en effet. Mais c'est vrai que ça reste dans l'imaginaire collectif parfois. Et donc, vous parliez effectivement de Dacia Renault. C'est assez étonnant. En fait, il n'y a pas beaucoup de modèles. Il y a Dacia qui utilise le GPL. Qui d'autre? Dacia Renault sur les véhicules neufs. Après, il y a quand même toutes les... alors, il y a Piaggio, c'est plus anecdotique en France. Il y a beaucoup plus de modèles dans d'autres pays européens, notamment l'Italie, un pays très consommateur, avec des marques en SUV aussi qui font ça. En France, c'est essentiellement Dacia, mais qui répond aujourd'hui à une forme de demande de la voiture minimale, à un coût minimal, qui correspond... donc, ça tire beaucoup le marché. Nicolas Kurtzoglou, votre vision globale sur le fait qu'il y ait en fait très peu d'automobilistes qui se tournent vers ce genre de carburant, c'est assez étrange. Alors pour le super éthanol E85, il y en a de plus en plus. Ouais. Puisque aujourd'hui, on a un parc à peu près de 300 000 voitures, à la fois avec des boîtiers ou des voitures... Mais en pourcentage sur le parc automobile? Parce que là, on dit 3% pour le GPL, vous êtes à combien, vous? Évidemment, sur le parc automobile, je ne sais pas, ça doit être 2%. Ouais, donc c'est à peu près comparable. Mais cette année 2022 a été absolument exceptionnelle, puisque Denis en parlera plus, mais sur les boîtiers, il y a eu 85 000 ventes de boîtiers rien que sur l'année 2022 et 35 000 voitures Flex 85 d'origine
immatriculées. Pour ce qui est des questions par rapport à votre des stations par rapport à votre première question, aujourd'hui, il y a 3300 pompes E85 en France et 36% des stations. Donc, c'est-à-dire plus de 1 sur 3. Ça veut dire qu'on peut très facilement trouver du superéthanol E85 dans le territoire. Alors, du coup, Denis Stanislas, effectivement, il y a, encore une fois, peu de modèles. Moi, j'ai recensé, je crois, Ford qui en fait, et puis Jaguar Land Rover également, du flex, ce qu'on appelle le flex fuel, mais embarqué, qui est déjà près d'usine. L'avantage avec les boîtiers, c'est qu'on peut transformer n'importe quelle voiture. Alors, on peut transformer toutes les voitures à partir des années 2000, donc jusqu'à aujourd'hui, à partir du moment où c'est bien sûr des essences et qu'elles sont à injection. D'accord. Voilà. Donc le spectre est assez large. Tout à fait. Et elles peuvent être, donc du coup, ça c'est l'avantage, c'est qu'elles peuvent être anciennes, c'est pas forcément des voitures neuves. Oui, exactement. L'avantage, c'est qu'elles peuvent être donc jusqu'aux années 2000, donc ça laisse vraiment un choix important, mais surtout, ça permet, cette solution, de ne pas racheter, mais bien de recycler, donc de se dire que sa voiture, on peut la garder, même si elle est de 2005, 2006, et de se dire qu'avec un prix d'environ 800 €, on peut la convertir. Et elle peut rouler, donc elle peut bénéficier de ce carburant qui est donc moins cher et plus vert. Là encore, il y a une crainte sur... alors je parlais des soupapes pour le GPL. Oui. Il y a des gens qui disent, oui, mais voilà, on détraque le moteur. Et puis surtout, et si jamais c'est une voiture très très récente, souvent il y a la garantie constructeur qui tombe. Il dit, vous trafiquez votre moteur, nous on n'est plus responsable de votre voiture. Bien sûr. Alors il y a deux choses, en fait, c'est un petit peu des on-dit, puisque effectivement il y a... la garantie constructeur, c'est pas un on-dit. Alors non, plutôt pour le fait que l'éthanol détruise les moteurs. Effectivement, il y en a beaucoup qui ont pu rouler avec ce carburant sans système de conversion. Et effectivement, là, le véhicule roule trop pauvre, n'est pas dans de bonnes conditions. Donc effectivement, c'est pour ça que des systèmes de conversion existent pour convertir la voiture et que le moteur en fait ne se dégrade pas. Et ensuite, pour ce qui est de la garantie constructeur, l'arrêté ministériel donc, qui prévoit et qui encadre la pose des systèmes de conversion 85 homologués prévoit que le fabricant doit reprendre la main sur les pièces mécaniques qui sont en contact avec le carburant. Donc effectivement, le constructeur, lui, ne va plus garantir ces parties-là, mais nous, on vient reprendre la main dessus. Donc vous, c'est qui? C'est les fabricants de systèmes de conversion homologués. Donc, concrètement, j'achète une voiture d'une marque X, je la fais transformer chez vous, et après, c'est vous qui vous occupez de ma voiture et non plus la marque X. Donc, quelle confiance je pourrais avoir, entre guillemets, en vous, alors que, a priori, vous n'êtes pas capable de connaître tous les modèles de voitures aussi bien que mon constructeur. Alors, nous, on va vraiment reprendre la main sur la garantie du moteur, pas sur l'intégralité. Que les pièces qui sont en contact avec le 85 et le post-traitement. Ça fait quand même beaucoup de pièces. C'est le constructeur. Non, mais je veux dire, s'il y a un problème sur le frein, la boîte de vitesse, c'est le constructeur qui garde la garantie. J'entends bien, mais même le moteur, aller dans une usine, visiter comment se fabriquent les moteurs, vous pouvez vous dire quand même qu'il y a un savoir-faire jusqu'à ce que toutes les voitures se transforment en voitures électriques. Et dans ce cas-là, on dira une batterie, c'est une batterie. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'un moteur, c'est un moteur. Alors justement, c'est pour ça que l'homologation existe, qu'il y a plusieurs catégories d'homologation et que nous, pour pouvoir avoir donc, une homologation, donc derrière le changement de carte grise, on doit équiper des véhicules et les faire donc, tester, justement pour qu'on s'assure que les véhicules vont fonctionner normalement. Et ça, c'est intéressant. Donc il y a aussi une part de véhicules que vous rejetez. Vous dites, je suis désolé, mais il y a un trop gros risque pour nous pour transformer votre voiture. Oui, alors il y a des véhicules effectivement qui sont, on va dire, d'origine... qui ont quelques problèmes de fiabilité. Donc nous, effectivement, on les exclut justement pour pas que le consommateur derrière puisse se retrouver avec nous qui disions, effectivement, le véhicule a des problèmes de fiabilité d'origine et que le constructeur rejette la faute en disant non, vous avez installé un système de conversion. Donc effectivement, il y a quelques véhicules qui sont, entre guillemets, rejetés, mais la grande majorité des véhicules sont... Il y a 10 millions potentiellement de véhicules essence sur le parc qui sont immatriculés après 2001 et équipables de boîtiers E85. Donc, en proportion, parce que j'en suis toujours aux proportions, vous, combien de voitures vous traitez, entre guillemets, chaque année? Alors, chez BioMotors, l'année dernière, on a équipé un peu plus de 25 000 véhicules. 25 000 véhicules, bon, sur un parc roulant quand même de près de 40 millions, donc on est encore dans l'infinitésimal. Comment est-ce qu'on fait, d'une manière générale, aussi bien vous pour le GPL et vous pour le superéthanol, de promouvoir, de prendre un mégaphone et dire, écoutez, c'est très bien, pourquoi vous n'en profitez pas, vous allez pouvoir payer votre essence moins cher.
C'est quand même assez étonnant. Ah, le mégaphone, on l'a pris il y a 2 jours, puisqu'on a fait notre conférence de presse sur le bilan bioéthanol de l'année, à la fois sur le E10 et sur le E85, surtout sur le E85. Donc 83% de croissance sur la consommation de E85, multiplié par 3 les ventes de boîtiers E85 par rapport à 2021, multiplié par 6 les ventes de voitures Flexfuel E85. Là, on est en début de courbe exponentielle. Et encore, Ford a été bridé par les problèmes des semi-conducteurs, mais sans ça, ils ont plusieurs dizaines de milliers de commandes qui sont pas encore immatriculées. Donc en fait, il y a une demande extrêmement forte pour un carburant moins cher et plus vert. Mais on l'a dit, hein, en tout cas, je reste sur l'exemple des voitures qui sont déjà prêtes, entre guillemets. Ford, il y a le Evoque chez Range Rover, il y a le Discovery Sport chez Land Rover, le E-Pace chez Jaguar, le Kuga... Et il y a toute la gamme quasiment Ford, parce qu'il y a Fiesta, Puma Mild Hybrid, Focus Mild Hybrid, Kuga Full Hybrid et 2 véhicules utilitaires légers, le Transit Connect et la Fiesta Van E85. Et oui, mais si on ne veut pas d'une Ford et qu'on veut une Peugeot, pourquoi est-ce que il n'y a pas d'autres constructeurs? Une Peugeot et vous mettez un boîtier. Mais pourquoi? Non, mais j'ai rien contre les transformateurs avec les boîtiers, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de constructeurs qui vont directement? Alors je vous rassure, nous au syndicat des producteurs d'alcool agricole, on discute avec tout le monde et évidemment en particulier avec Renault et Stellantis. Et on a régulièrement des échanges parce que le sujet... Renault, ils sont plus sur le GPL, donc ils ne peuvent pas tout faire non plus. Mais le sujet, on peut très bien imaginer d'avoir une voiture à la fois Flexfuel et GPL. Et là, elle roulerait, ce serait le meilleur des deux mondes, puisqu'elle roulerait quasiment tout le temps avec un véhicule à moins, le moins cher possible et plus vert. Et voilà, donc, plus vert. Renault et Stellantis ne s'interdisent pas de... Enfin, ils réfléchissent et le sujet monte régulièrement dans leur comité exécutif, apparemment, sur l'intérêt des voitures Flexfuel. Il monte, mais il redescend, parce que visiblement... Mais jusqu'à présent, oui. Mais en 2022, les ventes exceptionnelles de Ford... Parce que quand même 80% des ventes de VP de Ford en France ont été en véhicules Flexfuel cette année. Ça leur a permis de passer de 2 à 3% de part de marché. Alors c'est tout petit, mais imaginez que quelqu'un comme Renault, qui est déjà à 20%, dise tiens, je vais mettre du Flexfuel, il passe de 20 à 30% de part de marché potentiellement. Donc il y a un effet démultiplicatif si c'est un gros, entre guillemets, qui proposerait l'affaire. Ça, c'est une technologie de Nissan qu'on peut mettre sur n'importe quelle voiture, y compris ce que j'appelle des pompes à feu, ou est-ce que, parce qu'on s'imagine toujours la voiture un peu familiale, un peu ancienne pour faire des économies. Là, en l'occurrence, des voitures qui ont 300-400 chevaux, évidemment, c'est des économies de carburant considérables. Et de facto, vous le disiez très justement, c'est plus vert également, c'est mieux pour la planète. Bien sûr. Alors, il y a un intérêt pour tous les véhicules. Justement, jusqu'en 2021, l'arrêté ministériel qui encadre la pose de ces systèmes ne permettait pas l'homologation des véhicules de plus de 15 chevaux fiscaux, donc ces véhicules-là. Ça a été modifié, donc depuis c'est possible et on a déjà obtenu 3 homologations pour les convertir, donc bien sûr que c'est possible et c'est un marché qui s'est ouvert, puisqu'effectivement c'est des véhicules très consommateurs, donc qui sont directement concernés par les hausses des carburants. Et tout à l'heure, on parlait effectivement de ce porte-voix. L'an dernier, effectivement, ce qui explique ces chiffres un peu records. Le porte-voix qu'il y a eu, c'est effectivement la barre symbolique des 2 € qui a été franchie par les carburants d'énergie fossile. Il y avait plus d'1 € d'écart au litre. Donc forcément, effectivement, là, on est toujours à peu près à 70-80 centimes pour 76 centimes au 20 pour janvier. Le superéthanol et le GPL, c'est à peu près pareil. Absolument. Voilà. Et en termes de consommation, qu'est-ce qui consomme le plus, le GPL ou le superéthanol? Alors en fait, il faut comparer par rapport à l'essence. Oui. Donc nous, on dit le E85 surconsomme d'environ 25%. C'est ça. En moyenne, mais après, il y a des modèles qui peuvent, avec des boîtiers, surconsommer moins que ça. Oui, le GPL, c'est d'ordre de 20% de surconsommation et qui est compensé effectivement par le coût d'usage qui reste bien moindre, 2 fois moins cher à la pompe et le coût d'achat, bien sûr. Alors, il y a un sujet qu'on a un peu abordé, c'est le véhicule, non pas particulier, mais le véhicule utilitaire. Là, sur le GPL, on y va un peu ou pas du tout?
Alors, tout dépend, c'est toujours pareil, ça dépend du constructeur. Alors, d'une part, d'un point de vue de la transformation d'un véhicule, par exemple, par rapport au parc diesel, qui est le plus présent dans les véhicules utilitaires, aujourd'hui, il n'y a pas de transformation en France de véhicules diesel, même si c'est techniquement possible. Parce qu'on réfléchit à des modèles de véhicules au GPL. Alors, les groupes qui en font aujourd'hui, oui, bien sûr. D'autant plus qu'en effet, avec les zones à faible émission, c'est un vrai sujet pour les professionnels. Dacia avec la Sandero, quand même, un véhicule qui est destiné aux pros aussi. Et il est vrai que c'est aujourd'hui plutôt orienté sur le véhicule particulier, mais ça pourrait aussi l'être sur les véhicules, sur les poids lourds. Au-delà même des véhicules juste utilitaires, c'est des carburants, des motorisations qui peuvent être installées sur n'importe quel... voilà, dès lors qu'un constructeur s'en empare. Mais comme vous le disiez, les constructeurs ont des fois, parfois, difficiles à faire, avec des réglementations, là, aujourd'hui, qui vont vers le tout électrique. Vous avez mis le doigt sur ce que j'appelle communément le lobbying. Alors, le lobbying fait qu'aujourd'hui, on est tous sous la chape de plomb du tout électrique. Est-ce que ça, au syndicat, ça vous freine d'une certaine manière ? Ah non, parce que nous, on dit qu'il faut un mix énergétique. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a 30 millions de voitures et un peu Oui, mais plus les que pro-voitures électriques, ils disent qu'il ne faut pas un mix énergétique. Ils disent qu'il faut des voitures électriques. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si à un moment donné, on passe tout en voiture électrique, déjà, on ne répond pas aux besoins des gens, parce qu'il y a un besoin d'autonomie de temps en temps quand on va faire des longs trajets pour partir en vacances. On est d'accord. Deux, il y a une histoire de coût d'infrastructure. Il va falloir multiplier les infrastructures, les bornes de recharge pour éviter qu'il y ait des queues immenses lors des départs en vacances. Et donc voilà, nous ce qu'on dit, c'est qu'il faut des hybrides E85 par exemple. Donc on a une petite batterie au lieu d'avoir une grosse batterie sur une voiture électrique. Il faut quand même rappeler que l'empreinte carbone de la batterie de la voiture électrique, 60 kWh par exemple, est très importante. On a fait faire une étude à l'Institut IFP-EN sur l'analyse de cycle de vie des émissions de gaz à effet de serre complète de la voiture. Bon, aujourd'hui, une voiture électrique avec une batterie de 60 kWh, elle est au même niveau, à 13 tonnes de CO2, qu'une voiture hybride rechargeable E85 sur toute sa vie, quoi. Donc ça veut dire que ce n'est pas du tout une voiture zéro émission. Donc pour le climat, il faut garder toutes les bonnes solutions. Toutes les bonnes solutions. Ce que vous dites me rappelle une étude, je crois, qui a été menée au moment de la sortie de la Toyota Prius au milieu des années 90, où ils avaient démontré que recycler une Prius, General Motors avait démontré que recycler une Prius était moins écologique que recycler un Hummer. Ça vous donne quand même une idée. Bon, évidemment, aujourd'hui, les choses ont un peu changé. Sur le mix énergétique, sur les ZFE, on va pouvoir avoir du E85 et du GPL. Non, du GPL, tout à fait. Le véhicule GPL est critère 1, c'est quelle que soit d'ailleurs sa date d'immatriculation. Aujourd'hui, avec la norme Euro 6, c'est aussi critère 1. Il faut que la voiture soit norme Euro 6. Voilà, à partir d'Euro 6. Mais si on transforme un véhicule GPL, même de collection, ou un Hummer, ça passerait critère 1. Parce que c'est une question non pas de CO2, mais d'émissions de dioxyde d'azote et de particules fines. Donc c'est là que dans cette problématique de qualité de l'air, effectivement, on a peut-être encore beaucoup d'opportunités d'aller un peu plus vite. A fortiori, s'il faut toucher toutes ces personnes qui, comme vous le disiez Nicolas, ont besoin de se déplacer, des longs trajets, pas une petite voiture commerciale électrique pour faire la maison, le travail, mais peut-être aussi dans les campagnes, et de ne pas charger sa voiture toutes les 5 minutes. Donc tous les carburants seront toujours nécessaires. Donc ça, même pour les ZFE, on répond présent. Pour les ZFE pour ce qui est de l'E85, pour les ZFE, donc il y a eu un rapport de la mission Flash du député Millienne et Le Seul qui recommande que, comme dans les ZFE du Grand Reims et de Montpellier, quand une voiture essence est équipée d'un boîtier E85, elle puisse rentrer dans les ZFE, quelle que soit son année. Même si, effectivement, déjà, la grande majorité des voitures essence sont critère 1, et donc il n'y a pas de sujet. Mais il y a quand même 5 millions à peu près de voitures essence critère 2 et critère 3, sur lesquels on peut mettre un boîtier.
et qui pourraient donc rentrer et devenir critère 1 et donc rentrer dans les ZFE. Donc ça serait une solution pour ces agglomérations qui risquent d'être un peu coincées d'ici 2025 avec des mouvements sociaux qui pourraient agacer un peu les gens si on les bloquait dans leur liberté de mouvement. Le prix de la transformation pour une voiture en général, ça va de combien à combien à peu près? Alors on commence à partir de 800 € et ça va jusqu'à 1400, 1500 €. Ça ne dépasse jamais cette fourchette-là? On est dans cette fourchette-là pour 97% des véhicules, on va dire. Parce que quand on regarde les flex-fuel des constructeurs, ils sont un tout petit peu plus chers que la version essence normale. Donc peut-être que l'attractivité, ça serait aussi de baisser le prix un peu. En fait, ils sont au même prix ou 400 € plus cher sur le Kuga full hybride. C'était 400 € plus cher. Mais maintenant, en fait, il n'y a même plus la version essence. Donc, en fait, il n'y a que des versions flex-fuel, en fait. Oui. Ou pour le Kuga, il y a le... C'est pas vrai chez Jaguar Land Rover. Il y a le plug-in hybride, éventuellement, qui est voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, il n'y a plus d'intérêt de proposer la voiture. Le dernier progrès à faire, c'est aussi, j'imagine, de multiplier les stations-service où il y a plus de GPL et plus de superéthanol. Voilà, ça continue. Hein. L'année dernière, 550 stations en plus qui ont proposé le E85. Donc on est à combien là? On arrive à 3300 stations sur E85. 12 000 stations à peu près? Non, sur 11 000, c'est y compris les petites. Donc sur les 9 700 grosses, on est à 36% des stations, donc plus de 1 sur 3. Et vous? GPL, c'est une station sur 6. Oui. Donc à peu près la moitié, 1500 stations. C'est quand même bien maillé sur les autoroutes. Et puis la bicarburation permet de ne pas avoir de problème d'autonomie de toute façon. Et c'est vrai qu'on a constaté une consommation de GPL beaucoup plus importante. Peut-être qu'avant, les personnes ne faisaient pas très attention et roulaient peut-être autant à l'essence qu'au GPL. Avec le prix des carburants, la tendance est largement effectivement focalisée, pas seulement pour les files d'attente, vers utiliser au maximum le GPL. Mais ce n'est pas un sujet qui nous remonte comme étant problématique par les utilisateurs, parce qu'ils arrivent à faire leur voyage, et même en Europe. Il y a beaucoup de stations partout en Europe, il y a des applications pour faire votre itinéraire et identifier les stations. Si vous voulez vraiment rouler qu'au GPL, vous pouvez traverser, partir en vacances. Et vous n'exploserez pas. Pas cette crainte. Merci à Sophie, Nicolas et Denis, merci à tous. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour ne pas attendre trop longtemps aux stations essence, si jamais il y a des blocages prochainement, ce que personne ne souhaite ici.